L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Françoise Malby-Antony, bonjour. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous Merci. êtes française, mais vous vivez et travaillez en Afrique du Sud, où vous dirigez la réserve animalière de Toula Toula. C'est dans l'est de l'Afrique du Sud. On va voir sur la carte dans un instant où ça se trouve, en plein territoire zoulou. Oui. Votre parcours et votre combat assez exceptionnel. Vous les racontez dans ce livre, Un éléphant dans ma cuisine, best-seller en Afrique du Sud, qui est sorti chez Guy Trédaniel en français. Et vous avez reçu, Françoise Malby-Antony, il y a quelques semaines, le prix du public des trophées des Français de l'étranger. Retrouver un éléphant dans sa cuisine, ça n'est pas très fréquent. C'est l'une des nombreuses péripéties qui vous est arrivée depuis que vous vous êtes installé en Afrique du Sud il y a une trentaine d'années. Ce livre fourmille d'anecdotes, on va y revenir. Mais peut-être d'un mot, dites-nous pourquoi vous vivez à ce point aujourd'hui pour les éléphants d'une part et les rhinocéros. C'est une passion. Tout simplement, c'est une passion qui m'a été transmise par mon mari. Mon mari, avec lequel nous avons commencé cette réserve il y a 20 ans. Et cette passion, il me l'a transmise. Et il y a 7 ans, lorsqu'il est décédé, j'ai décidé de continuer parce que je crois que l'impact émotionnel que ces éléphants, ces rhinocéros, leur fragilité, etc., m'ont inspiré. Je continue à diriger cette réserve avec une équipe extraordinaire. Rien ne vous prédestinez, vous, parisienne, dites-vous, jusqu'au bout des ongles, capable de retrouver Saint-Germain-des-Prés, les yeux fermés, à vous retrouver donc à la tête de cette réserve animalière en territoire zoulou. Et effectivement, ce qui a fait basculer votre vie, c'est la rencontre avec votre mari. C'est cela, il y a 32 ans, en entendant un taxi à Londres. Et c'est comme ça que j'ai tout quitté, j'ai déménagé. Nous avons habité à Durban pendant 10 ans. Et ensuite, mon mari a décidé d'acheter cette réserve, qui était une réserve de chasse, une toute petite réserve à l'époque, et 2500 hectares, et qui maintenant est devenue, nous venons de célébrer nos 20 ans, qui est devenue une réserve de 4500 hectares avec 29 éléphants, des rhinocéros, des girafes. C'était... Voilà. Voilà, votre mari, Laurence Antony, très connu, est décédé subitement en 2012, 4 ans après effectivement que vous avez décidé ensemble d'acheter cette réserve. Et là, vous vous retrouvez toute seule à devoir gérer ces animaux dont finalement, à ce moment-là, vous connaissiez assez peu de choses. Très peu, je ne connaissais rien du tout. J'étais absolument pas préparé à mes nouvelles responsabilités. Et lorsque, 2 semaines après le décès de mon mari, un de mes rhinocéros a été attaqué par des braconniers, c'est là que je me suis rendu compte du poids de mes responsabilités et ma priorité est devenue l'anti-braconnage. On va y revenir dans un instant. Alors, la façon dont les choses se passent à Toula, qui veut dire douceur d'ailleurs, je crois, en délicatesse. Paix et tranquillité. Paix et tranquillité. Voilà, ils sont à l'état sauvage, ils vivent dans leur élément naturel. Et à plusieurs reprises dans ce livre, et c'est assez saisissant, vous racontez à quel point il y a quelque chose d'inexplicable avec ces animaux. Ils sentent, vous dites, vos peurs, vos inquiétudes, ils vous ont accompagné également. Peut-être vous pouvez nous raconter ce moment où ces éléphants sont venus vers vous au moment du deuil de votre mari. 2 jours après le décès de mon mari, c'était le 4 mars 2012, les éléphants sont arrivés à la maison en procession. Nous avions 21 éléphants à ce moment-là. Et ils sont arrivés, ils sont restés pendant des heures devant la maison. Vous ne les aviez pas vus depuis des mois? On n'avait pas vus depuis des mois. Et ils sont arrivés de manière totalement inattendue. Et ils sont restés là pendant des heures. Vous savez, l'interprétation du comportement des animaux, ça ne peut se faire que de notre propre perspective. Et en connaissant la relation extraordinaire que mon mari avait avec ces éléphants, ils sont venus payer leur respect. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont revenus exactement jour pour jour, 1 an d'après, exactement la même heure, le même jour, et 1 an après également. Donc 3 ans d'affilée, ils sont arrivés à la maison le 4 mars à 17 h. C'est quelque chose d'inouï, d'inexplicable. Ça fait partie de tous ces phénomènes qui se passent dans la brousse qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, mais nous les vivons, nous en sommes témoins. Votre ennemi, vous l'avez évoqué, Françoise Malby-Antony, ça n'est pas la détermination, c'est le braconnage qui touche principalement les rhinocéros de votre réserve. D'ailleurs, plus les rhinocéros que les éléphants, en tout cas là où vous vous trouvez. Tout à fait, oui. La corne de rhinocéros, aujourd'hui, vous dites, a plus de valeur que l'or et le platine, utilisés pour des vertus prétendument médicinales, alors qu'en réalité, il s'agit de kératine. Exactement, c'est exactement la même chose que nos cheveux ou que nos ongles. Et malheureusement, dû à des traditions anciennes ou à des croyances, nos rhinocéros sont assassinés
pour leurs cornes. Et 3 par jour sont tués en Afrique du Sud. Il n'en reste plus que 20 000. Si on fait le compte, ça veut dire dans 20 ans, il n'y a plus de rhinocéros. Donc si on n'agit pas, on est obligé d'agir. Enfin, à Tula Tula, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons une surveillance 24 heures sur 24 de nos rhinocéros avec des gardes armés qui nous informent toutes les 10 minutes de leur position dans la réserve. Nous avons plus de 50 caméras. Nous avons fait couper les cornes de nos rhinocéros. Ils ont également des colliers GPS pour qu'on puisse les retrouver si jamais on les perd. Enfin, c'est phénoménal. Les mesures de sécurité et d'anti-braconnage que nous sommes obligés de prendre, c'est Effectivement, c'est assez saisissant. Incroyable. On est très loin de leur habitat naturel, de la brousse. Vous racontez au bout d'un moment que vous êtes alerté par un de vos rangers car il y a un drone qui est au-dessus de votre réserve et qui surveille où sont vos rhinocéros, on imagine, pour venir les tuer, pour récupérer leurs cornes. Exactement. Donc nous sommes prêts, nous sommes bien préparés, disons, à ce niveau-là, au niveau de l'anti-braconnage. Vous avez dû effectivement à contre-cœur écorner certains de vos rhinocéros. Il vaut mieux un rhinocéros vivant mais sans cornes qu'un rhinocéros mort. C'était une des décisions les plus difficiles à prendre. Parce que je pensais toujours qu'un rhinocéros sans corps, c'est pas un rhinocéros. Il ne peut pas vivre dans la nature. À l'état sauvage, c'est compliqué de vivre sans cornes. Sans cornes, ça dépend des autres animaux de la réserve. Mais s'il y a des prédateurs tels que les lions, c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas, c'est leur moyen de défense. Nous n'avons pas de lions à Tula Tula, donc ce n'est pas tellement un problème. Il y a 2 sortes de braconneurs, vous dites, en tout cas dans votre région en Afrique du Sud, ceux qui tuent pour manger, que vous pouvez, dites-vous, éventuellement comprendre, et ceux qui tuent pour en tirer profit. Oui, bien sûr. Oui, les premiers, c'est du braconnage de subsistance. Ce sont souvent parmi les communautés locales. Ils prennent des antilopes de temps en temps, mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'ils mettent des pièges dans la réserve. Les pièges, c'est un morceau de métal. Décollé. Décollé, oui, c'est ça. Et qu'ils mettent dans les arbres. Et malheureusement, tous les animaux peuvent être piégés. Et ils meurent très lentement, en souffrant. Certains animaux, les antilopes en particulier, ou les hyènes. Mais les éléphants, les rhinocéros, les girafes se font également prendre par ces pièges. Et c'est là qu'il faut faire venir... Nous sommes obligés d'interférer... ça se dit en français, ça? Oui, interférer. Intervenir. Et donc faire venir l'hélicoptère avec le vétérinaire pour procéder à l'opération, comme l'histoire dans le livre, le petit bébé éléphant qui avait été pris, qui avait la tête prise dans un collet. Il n'y a pas de prédateur en dehors de l'homme et du lion pour le rhinocéros. Vous disiez, si on continue comme ça, il n'y aura plus de rhinocéros d'ici 20 ans. 20 000 rhinocéros aujourd'hui sur le continent africain. Est-ce que c'est inextricable? Est-ce qu'il y a une façon d'arrêter ce mouvement? Si on le savait, je crois que chaque réserve doit prendre ses précautions et prendre les mesures nécessaires. Ça coûte énormément d'argent. C'est phénoménal, c'est inimaginable. C'est notre plus grosse dépense. L'anti-braconnage, sécurité, qui pourrait malheureusement être placé dans pour d'autres choses plus utiles, disons. Mais malheureusement, on est obligé de se protéger. Ce qu'on retient de votre récit aussi, Françoise Malby-Antony, en tout cas ce que j'ai retenu, loin des images paradisiaques des safaris, c'est la violence du parcours de certains des animaux qu'on retrouve dans les réserves aujourd'hui, qui ont été pour certains traumatisés, sauvés in extremis de la chasse. Est-ce que vous pensez qu'il est important de continuer en tant que touriste à venir faire ce qu'on appelle des safaris, à venir voir ces animaux? C'est important, ça participe d'une certaine façon à leur conservation. Où ça les met en danger. On a tous vu des images parfois d'un éléphant entouré de 50 jeeps qui viennent le regarder, le déranger finalement dans son habitat naturel. Oui, bien sûr, mais enfin, ça, ce sont les réserves publiques. Les réserves privées en général, on prend des précautions. Et vous savez, je vois nos éléphants, quand ils n'ont pas envie de voir les jeeps avec les rangers et les touristes, ils vont dans un coin bien éloignés, dans la réserve, ils vont se cacher en quelque sorte, pour montrer qu'ils n'ont pas envie de voir du monde. Mais quand ils ont envie de voir du monde, là, ils se mettent devant la Jeep, ils font le show en quelque sorte. Vous accueillez aussi chez vous des animaux orphelins dont les braconneurs ont tué les parents. Ça fait partie aussi de vos projets, un projet compliqué là encore. Oui, mais c'était notre centre de réhabilitation pour rhinocéros. Mais nous avons 2 petits rhinocéros qui sont grands, qui sont 2 orphelins, 4 mois et 8 mois, qui maintenant ont 11 ans.
et qui ont été élevés par des humains. Donc ils sont assez humanisés. Ce sont ceux-là donc, qui sont gardés en permanence par des gardes armés. Mais nous avions aussi cela un orphelinat pour rhinocéros, pour bébés rhinocéros qui malheureusement a été attaqué par des braconniers. C'était une des plus grandes tragédies de Tula Tula. Mais votre détermination ne s'arrête pas là. Il y a cette phrase que j'ai retenue aussi. Vous écrivez que dans le domaine de la protection des espèces, la ligne est mince entre donner la priorité à l'animal et en faire un commerce. Vous racontez ce moment où vous rencontrez un homme qui vous propose de faire du commerce de cornes de rhinocéros en disant si on inonde le marché en cornes de rhinocéros, la demande va baisser et donc le braconnage va diminuer et puis vous le congédiez assez rapidement. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que faire ce genre de commerce, de toute façon, n'est toujours pas autorisé. Il n'est pas autorisé de vendre des cornes de rhinocéros dans les pays de l'Est. Donc, c'était très tentant, parce que, évidemment, nous avons toujours besoin d'argent dans la conservation. La conservation, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, on le fait pour la passion, et pour les animaux, pour la nature. Et c'était très tentant, mais oui, je ne l'ai pas... Ça ne m'a pas plu du tout la manière dont ça avait été présenté. Il faut marcher sur une ligne toujours entre l'animal et le besoin d'argent pour sauvegarder l'animal. Bien sûr. Et en même temps, inonder le marché, est-ce qu'il y aura suffisamment de cornes de rhinocéros pour satisfaire la demande de milliards de consommateurs? Je ne pense pas. Votre livre s'appelle donc un éléphant dans ma cuisine. C'est le titre que vous avez choisi. J'aurais pu en proposer un autre que j'ai trouvé dans votre livre avec ce très beau mot qui s'appelle Ubuntu. Nous n'existons pas les uns sans les autres. C'est un mot zoulou qui veut dire donc nous n'existons pas les uns sans les autres et nous ne sommes jamais seuls car nous faisons partie d'un monde plus grand. C'est ce que vos 30 ans en Afrique du Sud et vos 20 ans dans la brousse vous ont appris? Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes nous partageons tous la même passion et la même vision. Et j'ai une équipe de 60 employés et nous travaillons tous vers le même but et en suivant bien sûr le travail que mon mari avait commencé. Et voilà, donc c'est tout à fait. Aujourd'hui, juste d'un mot, vous avez une trentaine d'éléphants, c'est ça? 29 éléphants sur combien de kilomètres carrés de... 4500 hectares. 4500 Et nous sommes en train d'agrandir la réserve. Mes éléphants ont été sous contraception et mâles depuis 6 ans et demi maintenant. Parce qu'on m'avait annoncé, après le décès de mon mari, on m'avait annoncé qu'on avait trop d'éléphants, donc il fallait soit faire de l'abattage régulateur, soit les déplacer. Donc j'ai choisi la contraception. Et maintenant, nous avons arrêté la contraception parce que nous agrandissons de 3500 hectares. Alors, plein de bébés en perspective à Tula Tula. Je l'espère. On vous le souhaite et on peut venir vous voir du coup en Afrique du Sud si on passe par là. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, loin à 9000 km de votre réserve sud-africaine. Bon retour sur un autre continent. Belle journée à vous. Ce livre, donc, je le rappelle, Un éléphant dans ma cuisine, ce que mon troupeau d'éléphants m'a appris sur l'amour, le courage et la détermination, c'est chez Guy Trédaniel. Belle journée encore. L'info continue juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite. Merci beaucoup.